Du coup, bienvenue à toutes et tous pour la première séance de ce cycle de formation qu'on a dédié à un livre qu'on vient de publier cette année aux éditions Communard, qui est la maison d'édition de Révolution Permanente, livre qui s'appelle donc Marxisme, stratégie et art militaire et qui a été écrit par deux de nos camarades argentins, Emilio Albermonte et Mathias Maiello, dont on a traduit une partie, en fait, seulement 60% du livre original en espagnol. Et avant de commencer cette première séance, qui va durer, l'introduction va durer, je pense, 1h15, je vous demande d'être patient et patiente, surtout que je ne pourrais pas parler trop vite à cause de ma voix. Je voulais juste faire quelques très brèves remarques en préambule ou en guise d'avertissement, simplement pour dire que même si on a appelé ce cycle le cycle avancé, et que les discussions qu'on va essayer d'initier, et y compris la lecture du livre pour celles et ceux qui s'y sont confrontés, ça exige un certain travail théorique. Je voulais préciser que ça n'a rien à voir avec un exercice d'érudition. On n'est pas ici pour faire un exercice savant, de connaître ultra en détail l'histoire du mouvement ouvrier. Évidemment, c'est aussi pour ça, parce qu'on pense que l'histoire du mouvement ouvrier, c'est évidemment très important. Mais je voulais insister sur le fait que la conviction qui nous anime, c'est celle que pour pouvoir redonner vie au marxisme au XXIe siècle, on a besoin redonner vie au marxisme, c'est-à-dire à la fois le rendre à nouveau attractif, mais aussi utile pour la lutte de classe. On est convaincu qu'il faut renouer avec le fil de la pensée stratégique, telle qu'elle s'est développée notamment dans le marxisme révolutionnaire au début du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces débats. Et cette tension qui nous anime dans la fraction trotskiste, dans notre courant international et ici en France, c'est quelque chose qui nous singularise. C'est-à-dire pour nous, le marxisme, c'est pas simplement une conception matérialiste de l'histoire, c'est pas simplement une critique scientifique de l'économie politique. Bien sûr, le marxisme, c'est aussi tout ça, mais c'est surtout, comme disent les camarades dans le livre, un art politique pour conduire les masses à la victoire, ou, comme aimait à le dire Lénine, un guide pour l'action. Et donc voilà, il faut essayer de garder ça en tête dans l'université d'été en général, mais y compris dans les séances de ce cycle. Même si on fait des détours historiques, théoriques, etc., c'est toujours avec cette boussole-là, précisément pour essayer de se réapproprier ces réflexions, ces expériences, pour essayer de nous renforcer quand on essaye de penser les questions de stratégie, de pouvoir, d'État, quel type d'alliance, etc., etc. Donc je vais rentrer dans la séance d'aujourd'hui qu'on a intitulée « Stratégie et partie dans la deuxième internationale ». C'est extrêmement vaste. Je vais m'arrêter à une séquence avant 1914, c'est-à-dire avant l'expérience de la Première Guerre mondiale, où vous savez que la majorité des sections de la Deuxième Internationale s'alignent sur les efforts de guerre, etc., et que c'est en fait le signe de la faillite de la Deuxième Internationale. Donc moi, je vais pas aller jusqu'en 14, je vais m'arrêter avant. Et je voulais préciser que c'est pas anodin et c'est pas un hasard si le livre qui s'intéresse au débat de stratégie dans le mouvement ouvrier, il commence avec ce débat-là, parce que même si chez Marx et Engels, il y a déjà une problématique stratégique, cette problématique stratégique chez Marx et Engels, elle s'exprime de manière sporadique, elle est peu développée, et en fait, elle émerge surtout au moment des expériences révolutionnaires, et en fait, c'est qu'avec le développement de la grande social-démocratie allemande, notamment section allemande de la Deuxième Internationale, et au tournant du XXe siècle, que commencent vraiment à se développer les principaux débats de stratégie. Et en fait, la matrice qu'on va étudier aujourd'hui, même si encore une fois, c'est des débats qui ont lieu il y a 100 ans, je pense que ça va faire écho à tout un tas de discussions que vous menez, ou que vous avez, ou de questions que vous vous posez aujourd'hui. Et donc ça n'a pas simplement un intérêt historique, quoi, je veux dire. Donc voilà. Donc je disais, la séquence qu'on va étudier, elle s'arrête en 14 et on va commencer en 1905. J'expliquerai dans un instant pourquoi. C'est une période qui est assez courte, mais qui condense une série de nouveaux problèmes de stratégie et de partis qui sont posés en fait à la Deuxième Internationale et donc au mouvement socialiste. C'est ces débats-là qui ensuite aboutiront. Enfin, c'est des débats qui sont importants puisqu'ils vont précisément aboutir à la faillite en 1914. Donc en gros, pour vous donner mon plan, la première partie, je vais replanter un petit peu le décor et essayer d'expliquer un peu quelle était la genèse des débats dans la social-démocratie et notamment social-démocratie allemande. Dans une deuxième partie, on s'intéressera vraiment à déblayer les enjeux du premier débat de stratégie qu'on a appelé le débat sur les deux stratégies,
et que les camarades étudient assez finement dans le livre. Et en dernière partie, on reviendra sur les différentes conceptions de partis qui ont traversé la Deuxième Internationale en essayant d'en tirer quelques enseignements aujourd'hui. Est-ce que la traduction est trop forte? Enfin, vous arrivez à écouter et tout, c'est pas trop pénible et tout? Est-ce que je vois des gens comme ça va? C'est un peu fort? Il faut baisser un petit peu. Bon, n'hésitez pas si c'est compliqué à suivre pour quelque chose, ou si vous avez une question très ponctuelle aussi à m'arrêter. Donc, genèse des débats dans la social-démocratie. J'ai pas le temps de revenir en détail sur l'histoire du Parti social-démocrate allemand, même si ce serait très instructif, mais je voudrais faire comprendre pourquoi est-ce que... parce que j'ai dit qu'on allait s'intéresser aux débats dans la social-démocratie internationale, mais en fait, surtout dans les débats tels qu'ils se sont menés dans le SPD, le Parti social-démocrate allemand, parce que... Pardon ? Donc pourquoi le SPD allemand? Parce que le SPD, c'est pas juste une section parmi d'autres dans la Deuxième Internationale. En fait, le SPD, c'est le parti qui fait office de chef de file. En fait, dès la défaite de la Commune de Paris en 1871, Marx et Engels, ils pronostiquent déjà le fait qu'il y a ce qu'ils appellent un déplacement du centre de gravité du mouvement révolutionnaire de la France vers l'Allemagne. Et effectivement, dans la fin du 19e siècle, alors que dans les autres pays européens, il n'y a même pas encore de parti socialiste unifié, le SPD, il compte déjà des dizaines puis des centaines de milliers de membres. Ils ont déjà plusieurs dizaines de députés, ils ont des écoles de formation du parti, ils ont des réseaux entiers avec tout un tas, des dizaines et des dizaines de journaux, de presse, etc. Bref, le SPD, c'est vraiment un acteur politique de premier plan et c'est en quelque sorte la direction du mouvement ouvrier international et de la Deuxième Internationale. Et c'est pour ça que c'est pas un hasard que les débats de stratégie, ils émergent dans ce cadre-là. Et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse en particulier ? Donc, je le disais, je ne peux pas revenir sur un peu la préhistoire des débats tels qu'ils sont menés dans le SPD. Je passe très rapidement sur le fait que le premier grand débat qui émerge dans le SPD, c'est ce qu'on a appelé la querelle du révisionnisme. Vous connaissez plus ou moins, c'est le débat qui est initié par Bernstein, qui publie un livre à la fin du 19e siècle, en 1899, Les présupposés du socialisme, dans lequel il remet en cause la théorie de Marx selon laquelle le capitalisme a des contradictions de classe, etc., qui vont en s'approfondissant. Donc Bernstein remet en cause cette perspective théorique et développe l'idée que le SPD doit en finir avec sa perspective révolutionnaire et avec ce qu'il appelle sa rhétorique catastrophique, arrêter de se préoccuper sur le but final et c'est la fameuse phrase que vous connaissez, le but n'est rien, le mouvement est tout. Donc c'est le premier débat qui émerge, je ne reviens pas en détail là-dessus. C'est intéressant de noter que contrairement au débat qui va nous intéresser un peu plus tard entre Kautsky et Luxembourg, le débat avec Bernstein, il ne s'intéresse pas à la question des fins du programme, mais sur la question... il ne s'intéresse pas à la question des moyens, c'est pas un débat de stratégie, c'est plutôt un débat de programme. Donc voilà, et je voudrais simplement noter que même si Bernstein est rapidement mis en minorité dans le SPD, il n'est pas pour autant exclu du SPD, puisque à l'époque, et ça aura une importance pour quand on s'intéressera aux questions de parti, la conception qui irrigue la social-démocratie, c'est que c'est normal qu'il y ait des débats, y compris des divergences au sein du mouvement socialiste, mais grosso modo, tous ces débats-là doivent s'exprimer dans le cadre du parti. Et donc du coup, même si Bernstein est mis en minorité, il reste comme courant d'opinion au sein du SPD. Et c'est un courant d'opinion qui est... ce qui est intéressant de voir, c'est que ce débat autour de Bernstein, c'est un débat qui est assez caractéristique de la période dans laquelle le SPD s'est beaucoup construit, qui est donc la période, je le disais, de deuxième moitié de la fin du 19e siècle, parce que cette période-là, c'était une période de développement capitaliste dans lequel le mouvement ouvrier arrivait à obtenir toute une série de victoires, d'avancées, etc., que ce soit en termes de nombre d'élus au Parlement, mais même de victoires, etc., qui, en fait... donner une base matérielle à ce que se développent des idées réformistes, pensant que en fait, c'était possible de continuer à grappiller en fait toute une série d'avancées et que finalement en fait, le socialisme c'était à l'issue de toutes ces avancées et donc c'est important d'avoir ça en tête, que cette période de développement capitaliste donc elle renforçait les idées selon lesquelles une construction pacifique et graduelle jusqu'à la victoire pouvait exister. Et donc je le disais tout à l'heure, 1905 c'est une date qui est importante parce que précisément ça va être, a posteriori on peut dater le basculement dans une autre période historique à cette date-là, qui va précisément remettre en cause un peu cette hypothèse de construction graduelle.
Donc l'année 1905, ça va être une année extrêmement riche. Je prends notamment deux événements qui sont importants et qui vont marquer le basculement de l'histoire européenne dans une nouvelle phase. Le premier événement, c'est la première crise politique qu'on a appelée aussi la crise de Tanger, qui éclate entre l'Allemagne et la France, à la suite d'un discours que fait l'empereur allemand sur l'indépendance du Maroc, qui évidemment est un discours totalement hypocrite, qui vise à contester le monopole de la France sur le Maroc pour essayer de dégager une possibilité pour l'Allemagne de trouver des débouchés et faire, avoir faire des affaires, etc. avec le Maroc. Mais c'est une crise diplomatique très importante et qui montre que la période d'expansion capitaliste dans laquelle il y avait un partage du monde relativement pacifique entre les principales puissances européennes était finie. Et donc derrière cette crise diplomatique, ce qu'on voit poindre, c'est évidemment le basculement du monde dans ce qu'on a appelé plus tard la période impérialiste, dans laquelle les tensions entre les différentes puissances européennes, elles allaient beaucoup s'accélérer, etc., jusqu'à déboucher à la Première Guerre mondiale. Et donc, dans mon topo, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est très important de savoir que même si je ne vais pas pouvoir m'y référer pour des questions de temps, entre 1905 et 1914, il y a toute une série de précédents et de crises importantes qui montrent que précisément, il y a une concurrence qui se fait entre les principales puissances impérialistes qui débouchera sur la guerre. L'autre grand événement, évidemment, qui a lieu en 1905 et qui a une portée encore plus importante pour l'ensemble de la social-démocratie à l'époque, c'est évidemment la première révolution russe. Puisque 1905, donc, comme vous le savez, c'est la première révolution russe. À l'époque, tout le mouvement socialiste a les yeux tournés vers cette révolution, ce d'autant plus que la Russie était vraiment vue jusque-là comme le berceau de la réaction européenne, et là, en fait, c'était une révolution qui démarrait dans le pays dans lequel on s'y attendait le moins. Et ça va susciter beaucoup d'intérêt, notamment des ailes radicales, de l'aile radicale du SPD. Donc à l'époque, à la fois Rosa Luxembourg, mais aussi Karl Kautsky, qui fait aussi partie de l'aile radicale à ce moment-là du SPD. Et la lecture qu'ils en font à l'époque, c'est qu'il s'agit d'une révolution nouvelle par rapport aux révolutions qui ont marqué les siècles précédents. Pourquoi nouvelle ? Parce que, je cite, pour la première fois de l'histoire du monde, le prolétariat industriel apparaissait en vainqueur à l'état de force directrice indépendante. Autrement dit, contrairement aux révolutions françaises, anglaises, mais y compris aux révolutions qui avaient eu lieu en France au XIXe siècle, c'était la première fois que le mouvement ouvrier il intervenait de manière non seulement indépendante, beaucoup plus massive, beaucoup plus profonde, mais qu'y compris, il montrait son rôle dirigeant par rapport aux autres classes en Russie, qu'il allait aussi développer des méthodes de lutte radicales et nouvelles, comme la question de la grève de masse politique sur laquelle on va revenir, mais c'était aussi la première fois qu'il allait démontrer son énorme capacité d'auto-organisation, avec notamment l'apparition des soviets, puisque c'est la première fois qu'apparaissent les soviets dans l'histoire du mouvement ouvrier. Donc ça va vraiment... ces deux événements, chacun à leur manière, vont être vraiment donc, à la fois des marqueurs pour entrer dans une époque qui n'était plus celle d'un long développement organique, graduel, etc. du capitalisme, mais qu'au contraire, on était en train de rentrer dans une période de crise, de guerre et de révolution. Et évidemment, ça allait poser tout un tas de défis aux révolutionnaires, à la fois pour savoir reconnaître les transformations du théâtre des opérations de la guerre. Ça, c'est un concept de Clausewitz pour dire, évidemment, un dirigeant révolutionnaire, s'il n'a pas une compréhension fine du terrain de la lutte de classe et du contexte dans lequel il intervient, il ne peut pas intervenir de manière... de manière décisive, etc., mais y compris pour savoir quels enseignements en tirer. Et donc c'est dans ce contexte-là, donc après 1905, que va se développer les premiers débats sur la grève de masse dans le SPD, donc en anticipant le débat sur les deux stratégies qui aura lieu en 1910, un peu plus tard. Et donc, je précise juste que grève de masse, en fait, c'est le terme qu'utilisent les Allemands pour parler de grève générale. C'est exactement la même chose, c'est en gros des grèves qui se distinguent de grèves isolées et purement professionnelles par leur ampleur, leur profondeur, leur spontanéité, etc. Et donc, les Allemands, ils préfèrent le terme de grève de masse parce que dans leur première période de développement, ils ont beaucoup combattu la question de la grève générale qui était perçue comme un moyen purement anarchiste et anti-parlementaire, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de grève de masse, mais en France, on a plutôt l'habitude de parler de grève générale, donc ne soyez pas perdus pour ça. Et donc, c'est
Donc en 1905, les radicaux ils vont essayer de mener une offensive dans le SPD pour dire il faut réussir à intégrer la grève de masse comme un mot d'ordre valable pour le parti, puisque jusque-là, le SPD avait rejeté systématiquement ce mot d'ordre-là. Ça ne faisait pas partie de la batterie des tactiques que le parti discutait, etc. Et donc ça va être acquis au congrès de Iéna en 1905, dans lequel la grève de masse va être prise. Donc précisément grâce à l'écho qu'a rencontré la Révolution russe, mais aussi les grèves de masse qui se sont développées en Suisse, en Belgique, etc., dans la même année. Et donc ce débat de 1905, il est intéressant aussi parce qu'il va révéler au sein du mouvement ouvrier allemand l'existence et le développement d'un nouvel acteur dans le mouvement ouvrier qui est la bureaucratie. Et donc là, je voudrais m'arrêter rapidement parce qu'on connaît tous le rôle qu'a joué la bureaucratie dans la crise en 1914 et dans le fait que, précisément, il y a eu une faillite de la Deuxième Internationale. Mais moi, ce qui m'a paru vraiment très intéressant, ce que développent les camarades et ce qui saute aux yeux quand on s'intéresse un peu de près au débat dans la social-démocratie allemande, c'est de voir que le poids qu'a conquis la bureaucratie sur le SPD ne date pas de 1914, mais qu'en fait, il s'est construit au travers de toute une série de batailles qui ponctuent l'histoire du parti et du mouvement ouvrier dans les années qu'on est en train d'étudier. Et ça me paraît particulièrement instructif parce que ça permet aussi de montrer que ce processus de bureaucratisation, ça n'était pas un processus inéluctable, mais qu'au contraire, il y avait un enjeu d'essayer de batailler contre la bureaucratie parce que c'était pas perdu d'avance en fait que la social-démocratie dans son ensemble allait jouer un rôle de traître en 1914. Donc voilà. Donc en Allemagne, la première place forte de la bureaucratie ouvrière, c'est pas le parti, c'est les organisations syndicales. Ça n'a rien d'un hasard puisque les syndicats, ils se sont considérablement développés dans la fin du 19e siècle, mais que contrairement au SPD, les syndicats, ils se sont vraiment développés autour de l'idée d'un travail qui consistait à mener des petites tâches quotidiennes, complètement déconnectées d'un objectif final et dont le but était précisément d'aménager toute une série de mesures de confort pour les travailleurs. Donc c'était totalement assumé que la matrice qui guidait en fait l'intervention syndicale, c'était ce développement pacifique et graduel dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que quand en 1905 le parti, le SPD, commence à s'ouvrir à la perspective de s'approprier la question de la grève de masse, l'appareil dirigeant des syndicats va voir ça comme une menace, puisque ça contrevenait précisément à la logique des petits pas, et que par ailleurs, dans la perspective d'une grève de masse qui se serait développée en Allemagne, ça aurait été une menace pour l'appareil du syndicat, puisque ça aurait jeté toutes les forces là-dedans, etc. Que du coup, ça ouvrait la porte à une répression plus importante, etc. Et du coup, dès ce moment-là, la bureaucratie syndicale va mener une énorme offensive sur le parti pour faire rétropédaler le parti sur cette question de la grève de masse. Ça va notamment prendre beaucoup d'intensité quand en 1906, il y a la première possibilité concrète qui se pose pour le parti d'appeler à une grève de masse. Puisqu'il y a un fort mouvement qui se développe en 1906, etc. Et que les radicaux vont dire, c'est le moment de mettre en avant ce mot d'ordre de grève de masse pour donner des perspectives au mouvement. Et donc, face à cette situation, avant même que le SPD mette en avant ce mot d'ordre, la bureaucratie syndicale va imposer une réunion bipartite secrète à l'appareil dirigeant du SPD, dans laquelle non seulement l'appareil dirigeant du parti va accepter de ne pas mettre en avant le mot d'ordre de grève de masse, mais il va y compris se mettre d'accord pour tout faire pour éviter l'éclatement d'une grève de masse. Évidemment, cet accord secret va sortir, etc. Donc en fait, ça va tuer le mouvement, puisque du coup, les militants voyaient bien qu'en fait, l'appareil dirigeant, ni du parti, ni des syndicats, n'avait aucune volonté de mettre en avant un programme offensif, etc. Donc non seulement ça a tué le mouvement de 1905, mais en plus, c'était un premier précédent important de mainmise de fait des organisations syndicales sur la politique du parti. Et le pire, c'est que cette mainmise de fait, ça allait devenir une mainmise de droit quand, dans le congrès qui suit à Mannheim en 1906, le principe de parité entre les organisations syndicales et le parti va être voté. Et en fait, ce principe de parité, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que pour toutes les politiques qui concernaient pas simplement la tactique parlementaire, mais l'ensemble du mouvement ouvrier et donc aussi les syndicats, le parti ne pouvait pas décider tout seul de la ligne qu'il allait défendre, mais qu'il devait se mettre d'accord avec l'appareil dirigeant des syndicats. Or, je vous ai dit que la logique même qui était celle de l'appareil dirigeant du syndicat, c'était une logique réformiste, etc. Donc en fait,
Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment une espèce de contre-révolution interne au sein du parti qui va être perçue comme telle par l'aile radicale, etc., mais qui ne va pas réussir à batailler contre. Et ça va avoir... Enfin, non seulement c'est un précédent qui montre comment est-ce que l'appareil dirigeant du syndicat, il a ramené le parti sur le chemin de l'action purement parlementaire, réformiste, etc., mais en plus, ça allait être un... Enfin, c'est un précédent qui s'institutionnalise à travers cet accord de parité, qui est vraiment une question très importante, enfin, je veux dire, qui est vraiment un moment très important. Donc bref, je le disais, on pourrait multiplier comme ça les exemples pour montrer toutes les batailles en fait, qui se sont ouvertes entre la bureaucratie et le parti. Pareil, j'aurais pas le temps d'y revenir, et notamment sur la question de la guerre, par exemple, c'est assez incroyable comment est-ce que l'appareil dirigeant des syndicats va systématiquement peser dans le fait de faire que le SPD va être de plus en plus adapté à la politique guerrière des forces du régime en Allemagne, etc. Et donc c'est, à mon avis, très intéressant pour voir que la lutte contre la bureaucratie, elle n'a pas besoin d'attendre les moments de guerre et de crise ultime, entre guillemets, quoi, mais qu'au contraire, toutes les batailles qui s'ouvrent sont des batailles qu'il faut gagner parce que sinon c'est des batailles qu'on perd contre la bureaucratie et que ça a des conséquences extrêmement graves dans les moments plus aigus. Donc, maintenant qu'on a planté un petit peu rapidement, mais j'espère un peu les éléments les plus importants du contexte à la fois objectif et puis des débats tels qu'ils se menaient dans le parti avant 1910, je propose qu'on rentre plus en avant dans ce qu'on a appelé le débat des deux stratégies qui opposent donc Rosa Luxembourg et Karl Kautsky à partir de 1910. C'est intéressant de se pencher sur ce débat, à la fois parce que c'est le premier débat de stratégie, c'est la première fois qu'un débat dans le mouvement socialiste se formule en des termes de stratégie, et je reviendrai ensuite ce que ça veut dire, mais donc c'est le premier débat stratégique, donc c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, à travers la stratégie de l'usure que Kautsky va développer et sur laquelle on va revenir, en fait, ce qui est en train de se dessiner, c'est une autre conception de la transition au socialisme, qui est en fait ce que plus tard on appellera aussi parfois la voie démocratique au socialisme. Et en fait, cette matrice-là, même si les termes ils vont parfois un peu changer, etc., suivant les époques historiques, c'est exactement les mêmes conceptions que celles qui animent, je sais pas, les eurocommunistes dans les années 70, ou dans une version plus populiste, les conceptions qui animent des formations populistes, enfin des formations néo-réformistes comme la France Insoumise. Et donc nous, on n'est pas trop au courant de ça, mais c'est aussi des débats qui ont lieu aux États-Unis, puisqu'il y a une espèce de nouvelle fame de Kautsky, ce qui peut paraître assez contre-intuitif quand on aura fini le topo, j'espère. Mais il y a vraiment un retour à Kautsky qui est fait dans le mouvement socialiste aux États-Unis, où tu as tout un tas de chercheurs et de militants qui t'expliquent pourquoi Kautsky avait raison, etc., et qu'il faut suivre en fait ses conceptions à lui, etc., quoi. Donc bref, tout ça pour dire que, encore une fois, c'est des débats théoriques, historiques, mais c'est aussi des débats qui nous aident pour avoir un peu de profondeur dans les débats de politique plus actuels, plus contemporains. Je vois. Ok. Donc le débat sur les deux stratégies, je le disais, il commence en 1910, alors que l'Allemagne est en train de traverser une double crise assez profonde, avec d'une part une crise économique rampante depuis 1908, avec des conséquences importantes, etc., pour les travailleurs, mais aussi une crise politique importante. En 1910, il y a en fait il y a deux mouvements qui sont en train de se développer, avec d'une part un mouvement politique impulsé par le SPD, qui est un mouvement pour une réforme du système électoral. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, il n'y a pas le suffrage universel. Bref, il y a une bataille pour le suffrage, pour démocratiser le suffrage, etc., qui est une des grosses batailles du SPD. Donc il y a un mouvement qui se développe là-dessus, qui est un mouvement assez important, qui prend la forme surtout de manifestations, de grandes marches qui sont organisées les dimanches, qui sont des marches extrêmement massives, parfois assez violentes, assez radicales. Et de l'autre, il y a une série de grèves plus ou moins spontanées qui se développent dans tout un tas de secteurs, précisément en réaction à la grève, au contexte économique difficile et à la crise économique. Mais c'est deux mouvements qui ne communiquent pas. Il y en a un qui est impulsé par le SPD, et puis il y a d'autres grèves qui sont parfois dirigées par les syndicats ou parfois spontanées, mais qui ne communiquent pas.
Et donc le débat entre Luxembourg et Kautsky, il commence comme ça. Il commence comme un débat sur la tactique que doit adopter le SPD dans cette situation. Pour Luxembourg, elle développe l'idée que le mouvement, il est en expansion, il est très fort, etc., mais qu'il ne dispose pas de perspective claire. Et ce qu'elle propose, c'est de mettre en avant le mot d'ordre de grève de masse politique pour essayer de lier les deux mouvements entre eux. Le mouvement politique et le mouvement syndical économique des grèves. Et donc, elle essaie de développer ce mot d'ordre... Pardon ? Luxembourg propose de lier les deux mobilisations à travers le mot d'ordre de la grève de masse. Et donc, elle fait un article qu'elle essaye de publier dans des revues qui, y compris à ce moment-là, sont censurées. Donc, à la fois le journal, du parti dont je ne me risquerai pas de dire le nom en allemand refuse, mais y compris la revue théorique qui est dirigée par Kautsky refuse l'article de Luxembourg dans lequel elle développe ce point de vue. Puisque, en gros, ce que va lui répondre Kautsky, c'est que le mot d'ordre de grève, il ne doit pas être mis en avant par le parti, mais il ne doit même pas être débattu, selon lui, donc c'est pour ça qu'il essaye même de faire en sorte que le débat n'explose pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de développer la polémique avec Rosa Luxembourg sur le terrain de la tactique, c'est-à-dire de discuter avec elle de l'opportunité ou pas dans la situation actuelle et partant de la caractérisation du mouvement de mettre en avant ce mot d'ordre, Kautsky va insister pour reformuler le débat avec Luxembourg sur un terrain de stratégie. Et pour lui, le débat, il se situe vraiment sur un plan stratégique. Donc je le disais, c'est la première fois que les termes de stratégie vont être employés. Jusque-là, les débats, ils concernaient des débats de tactique. Le mot stratégie même n'existait pas en fait dans la social-démocratie. Mais Kautsky va les introduire à partir d'une distinction qu'il reprend à Hans Delbrück, qui est un théoricien militaire contemporain à ce moment-là. Et donc Kautsky reprend la distinction de Delbrück entre stratégie de l'anéantissement, qui consiste, d'un point de vue militaire, en une concentration rapide des forces pour affronter l'ennemi et lui asséner des coups décisifs, et une stratégie de l'usure, qui consiste à se dérober à toute bataille décisive pour tenir en haleine l'armée adverse par toutes sortes de manœuvres et paralyser sa capacité de résistance. Donc Kautsky reprend cette distinction-là pour la transposer au débat de stratégie révolutionnaire. Et dans cette opération de transposition, il va opérer une distinction entre ce qu'il appelle un front occidental et un front oriental. C'est-à-dire que, pour Kautsky, la stratégie de l'anéantissement, elle, est à employer dans le front oriental. Le front oriental, c'est les pays dans lesquels les socialistes ils doivent affronter des États autoritaires, absolutistes, qui rendent impossible de se constituer en parti, c'est-à-dire des pays dans lesquels il n'y a pas le suffrage universel, il n'y a pas de liberté de s'organiser, de se réunir, etc. Et il dit dans ces pays-là, effectivement, c'est la stratégie de l'anéantissement et donc les méthodes qu'elle commande, c'est-à-dire des méthodes de masse et des méthodes radicales qui sont recommandées. À l'inverse, pour Kautsky, dans les pays démocratiques, comme c'est le cas en Allemagne, c'est-à-dire où le prolétariat a conquis des droits qui sont partiels, etc., mais qui sont quand même des droits, et notamment le suffrage, c'est-à-dire que les partis socialistes peuvent se... C'est trop fort, non ? C'est trop fort, Pierrot. C'est trop fort. Désolée. Donc, à l'inverse, dans les pays démocratiques, c'est pas la stratégie de l'anéantissement qui devrait être utilisée, mais c'est la stratégie de l'usure, avec sa batterie de tactiques sur lesquelles on reviendra après. J'ai pas le temps de développer, mais c'est intéressant que Kautsky, pour donner de la légitimité à cette stratégie de l'usure dans les pays démocratiques, il va dire que le premier théoricien de la stratégie de l'usure, ce serait Engels, dans le Testament d'Engels, qui est l'introduction que fait Engels en 1895 à un recueil de Marx. J'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est un texte qui est systématiquement convoqué par les ailes plus opportunistes et parlementaires, etc., des socialistes. Mais bref, je ne reviens pas là-dessus. Les camarades le font dans le livre, ça donne envie de creuser. Donc voilà. Donc Kautsky reformule le débat comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, à l'époque,
Luxembourg, qui est assez féroce dans les débats qu'elle mène, explique que Kautsky se cache derrière des distinctions pédantes, mais qu'en réalité, sa stratégie de l'usure, c'est de l'esbrouf et que ça n'est rien d'autre que du pur parlementarisme. Kautsky, évidemment, qui jusque-là était une des figures, si ce n'est la principale figure des révolutionnaires et de l'aile plus radicale. Enfin, Kautsky, à l'époque, c'est vraiment, j'ai oublié de le préciser, mais c'est le dirigeant c'est le chef de file, c'est le plus grand théoricien, etc. C'était l'exécuteur testamentaire de Engels. Enfin, vraiment, il fait figure du parfait orthodoxe, etc. Quoi. Donc, évidemment, Kautsky, ça lui va pas du tout que Rosa Luxembourg l'accuse en gros, d'avoir rallié une stratégie parlementaire. Et il lui rétorque que pas du tout, il n'a pas abandonné la perspective révolutionnaire, ni même la possibilité d'une grève de masse. Mais c'est intéressant de voir que la grève de masse que Kautsky revendique en 1910, pour un pays comme l'Allemagne, ça n'est pas du tout la même grève de masse que celle qu'il revendiquait en 1905. C'est-à-dire, en 1905, Kautsky, il était d'accord avec Luxembourg sur l'idée que la grève de masse, c'était la forme trouvée de la révolution prolétarienne. Pas simplement dans des pays comme la Russie ou orientaux, mais à l'ensemble des pays européens. Or, la grève de masse sur laquelle Kautsky dit qu'une grève de masse est possible en Allemagne, mais il dit que c'est une grève de masse démonstrative, par opposition à ce qu'il appelle les grèves de masse coercitives, qui, elles, sont des grèves de masse plus radicales, etc., qui s'affrontent vraiment à l'État, alors que les grèves démonstratives, celles qui seraient utilisées par les socialistes dans certains types de situations en Allemagne, c'est des grèves qui, par exemple, pourraient se développer, dit Kautsky, pour défendre une majorité socialiste au Parlement contre un coup de force des forces réactionnaires. Il dit, je cite une citation qui est assez parlante, « Là où existe un système électoral satisfaisant pour le prolétariat, donc comme en Allemagne, une grève de masse ne peut se présenter que comme un moyen défensif, un moyen de protéger le système électoral ou de protéger un Parlement doté d'une forte représentation socialiste contre un gouvernement qui se refuse à obéir à la volonté de la représentation populaire. » Et donc, ça, c'est vraiment une question centrale. Pourquoi ? Parce que, évidemment, formellement, Kautsky, il renonce ni à la perspective révolutionnaire, ni même à la rhétorique radicale. Contrairement à Bernstein, Kautsky continue de se dire révolutionnaire. Et évidemment, il continue à, y compris, revendiquer des méthodes de la lutte de classe, etc. Mais cette perspective révolutionnaire, elle se résume de plus en plus à une prise de pouvoir par la seule voie parlementaire. C'est-à-dire que Kautsky concède à Luxembourg que la classe ouvrière, elle va devoir se défendre, y compris par des moyens offensifs, violents, etc. Mais pour lui, la victoire, elle ne peut s'envisager que sur le terrain parlementaire. Autrement dit, le débat entre Kautsky et Luxembourg, il ne porte pas sur l'utilisation ou non de tel ou tel moyen tactique, mais bien sur l'articulation de ces moyens en vue de la victoire. C'est pour ça qu'on parle vraiment de débat de stratégie. Et donc, les camarades, ils reprennent à Clausewitz une notion qui est particulièrement intéressante pour synthétiser cette idée-là, qui est la notion de centre de gravité. La question de centre de gravité, elle est importante. Elle veut dire quoi ? Elle veut dire que chaque stratégie militaire, mais y compris chaque stratégie politique, elle a un centre de gravité à partir duquel on peut juger, évaluer une stratégie, centre de gravité qui constitue le point décisif à partir duquel on peut non seulement donner une cohérence à l'enchaînement des tactiques, c'est-à-dire à l'enchaînement des batailles isolées, mais point décisif sur lequel, y compris, concentrer toutes ses forces. Autrement dit, si on utilise cette question de centre de gravité, on voit que le débat entre Luxembourg et Kautsky, il est le suivant. Tous les deux partagent l'idée que tactique parlementaire et tactique de masse sont nécessaires. Le désaccord, il porte sur la question de savoir quel est le centre duquel part la cohérence de la perspective stratégique, quel est on pourrait dire aussi le principe articulateur de ces différentes tactiques. Autrement dit, est-ce qu'on pense que, comme Kautsky, on peut prendre le pouvoir par le Parlement et se servir à cette fin des actions de masse, soit de manière défensive, soit pour renforcer l'influence du parti dans les élections. Ça, c'est la stratégie parlementariste de Kautsky. Ou on pense que notre hypothèse stratégique, c'est de prendre le pouvoir par le mouvement de masse et, à cette fin-là, utiliser tous les espaces possibles, donc y compris les tactiques électorales, qui est la stratégie révolutionnaire défendue par Luxembourg. Et donc, évidemment, cette question-là, même si la polémique entre Kautsky et Luxembourg, elle prend des tons... Enfin, je veux dire, il y a une forme de généralisation de ce débat, etc., sur un plan de théorie et stratégique, etc. C'est des questions qui sont extrêmement
concrètes et qui ont des impacts pratiques immédiats, puisque si on revient au débat sur 1910, la question, suivant la perspective qu'on tranche entre ces deux options stratégiques que je vous disais, évidemment, la politique qu'on propose n'est pas la même. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait, comme dit Luxembourg, mettre tous les moyens du parti dans le fait de développer un mot d'ordre de grève de masse, etc., pour lier les deux mobilisations et mettre tous les efforts du parti là-dedans, ou, et ça c'est la politique la conséquence et la politique que propose Kautsky, au contraire, ne pas risquer des actions qui seraient prématurées et concentrer ses forces dans la préparation de la prochaine échéance électorale qui a lieu en 1912, c'est-à-dire quand même 2 ans après. Et Kautsky, il dit concrètement ça dans son débat avec Luxembourg, il dit « Notre principale priorité pour l'instant, c'est de gagner ces élections, d'essayer de continuer à faire notre croissance électorale, etc. Et donc, on ne peut pas risquer d'entraîner le parti dans une grève de masse aventurière, etc. » Et donc, je fais une micro-digression pour dire que c'est intéressant que... moi, je trouve qu'en revisitant ce débat, évidemment, ça fait penser au débat qu'on a pu avoir cette année avec la séquence électorale qu'on vient de passer, puisque, évidemment, quand nous, on essayait de mener le débat avec la France Insoumise, etc., on nous expliquait qu'il ne fallait pas opposer les élections et les méthodes de lutte, la lutte de classe, etc., qu'eux étaient pour les deux. Mais en fait, précisément, nous, le débat qu'on porte n'est pas dans le fait d'opposer à une orientation électoraliste le fait de ne jamais participer aux élections, mais c'est précisément de réussir à faire ressortir le fait qu'il y a 2 schémas stratégiques différents qui sont des conceptions opposées de la transition au socialisme, même si Mélenchon ne propose même pas de transition au socialisme, quoi. Mais voilà, on pourra y revenir dans la discussion, mais c'est intéressant parce que, en fait, la conséquence de la conception de l'articulation stratégique de Kautsky, c'est que, dans les faits, ça subordonne complètement les actions de masse et les mouvements de masse à la perspective électorale, quoi. Et donc, pour revenir à 1910, c'est intéressant de voir que, évidemment, comme disent nos camarades, Luxembourg, elle se situe entre guillemets, bon côté de ce débat, c'est-à-dire elle a une espèce d'intuition extrêmement géniale des enjeux qui sont en train de se développer dans le débat avec Kautsky, d'autant plus qu'à l'époque, elle est extrêmement isolée, c'est-à-dire qu'aucun autre dirigeant de la social-démocratie à ce moment-là n'a conscience de ce qui est en train de se jouer, même en fait, les gens sont plutôt du côté de Kautsky, etc., parce que précisément, ils ne saisissent pas l'ampleur du débat. Mais c'est important de voir aussi que Luxembourg, elle reste comme au seuil des questions stratégiques, c'est-à-dire que Luxembourg, elle ne développe pas jusqu'au bout elle n'a pas d'hypothèse stratégique très claire non plus sur la prise du pouvoir. Pour elle, elle a une bonne intuition pour dire que c'est pas une stratégie parlementaire, mais qu'au contraire, il faut miser sur le développement du mouvement de masse. Mais contrairement à ce que fera Lénine puis Trotsky en 1917, elle pense pas du tout la question de l'insurrection, elle pense pas du tout la question de la prise du pouvoir dans cette dimension plus conspirative, etc. Et cet art de la prise du pouvoir, il va être beaucoup plus développé par des figures comme Lénine et Trotsky plus tard, et par la jeune Troisième Internationale de manière générale. Donc maintenant qu'on a vu qu'entre Kautsky et Luxembourg, il y avait effectivement une divergence sur la conception qu'il se faisait de la prise du pouvoir et de la transition au socialisme, c'est intéressant de se poser la question des conséquences de ce débat, c'est-à-dire, in fine, surtout à l'époque, quelles sont les conséquences de ce déplacement du centre de gravité chez Kautsky? Tout simplement, est-ce que c'est grave d'imaginer que la révolution puisse se faire par une conquête parlementaire et quelles sont les implications en termes de programme? Et donc ça, c'est intéressant de suivre la deuxième phase du débat qui intervient en 1912 avec l'introduction de Pankow dans le débat. Donc Pankow qui est un autre dirigeant radicaux de la social-démocratie qui va permettre d'aller plus au fond. En 1912, quand Pankow entre dans la danse et interpelle Kautsky, il va surtout interpeller Kautsky sur son programme par rapport à la question de l'État. C'est intéressant parce que Pankow il met en lumière le fait que la stratégie de l'usure de Kautsky, elle repose sur l'idée et sur l'illusion que la prise du pouvoir par le prolétariat en Occident, elle peut se résumer à une prise du pouvoir d'État. Pankow, au contraire, il insiste sur le fait que le prolétariat révolutionnaire, il ne peut pas se contenter de prendre le pouvoir en conquérant l'État, pour l'utiliser pour ses propres moyens, mais qu'il insiste au contraire sur le fait que le prolétariat, dans sa lutte révolutionnaire, il doit détruire l'appareil d'État. Donc pareil, Pankow, il le fait de manière... il va développer contre Kautsky
une logique plus de dualité de pouvoir. Donc pareil, pas de manière relativement incomplète, etc. C'est Lénine qui va beaucoup approfondir ça plus tard dans l'État et la Révolution. Mais il va notamment écrire contre Kautsky le fait que l'enjeu, c'est de développer la force du prolétariat au point qu'elle soit supérieure à celle de l'État bourgeois. Et bon, Kautsky, interpellé par Pankouk, il va être forcé de répondre. Et dans la manière dont il répond à Pankouk, on voit que Pankouk, il a mis le doigt sur une question qui est centrale, et que Pankouk avait vu juste, puisque Kautsky écrit, pour expliciter son programme sur la question de l'État, je cite, « Le prolétariat doit viser à ce que les instances législatives aient la prépondérance sur le gouvernement comme sur les tribunaux, et aussi à faciliter à ses représentants l'accès au corps législatif. C'est ça la tâche politique du prolétariat, et non pas la destruction du pouvoir d'État. Jamais, au grand jamais, ce processus ne peut déboucher sur la destruction du pouvoir d'État, mais toujours sur un déplacement des rapports de force à l'intérieur du pouvoir d'État. » Autrement dit, chez Kautsky, on voit que l'enjeu, ça n'est plus de détruire l'appareil d'État bourgeois, comme c'était le cas dans la stratégie révolutionnaire et dans le programme sur la question de l'État du temps de Marx, etc., mais on pourrait dire de démocratiser l'État bourgeois à partir de ses propres institutions, notamment en donnant la prépondérance au Parlement sur le gouvernement, etc. Et donc, je n'ai pas le temps de développer, mais on voit que Kautsky, à l'époque, il continue d'employer le terme de dictature du prolétariat, mais en fait, le contenu auquel ça renvoie, ça a complètement changé. C'est plus du tout la destruction du pouvoir, la destruction de l'appareil d'État bourgeois et son remplacement par un autre type d'État qui n'est plus tout à fait un État, etc., et qui a vocation à disparaître, mais au contraire, une instrumentalisation de l'État dans le but de le transformer. Et donc, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que le parlementarisme, la stratégie de l'usure proposée par Kautsky, elle n'a pas simplement une conséquence sur le plan de la stratégie qui, en gros, est un basculement du centre de gravité vers une stratégie parlementaire, mais ça a aussi des conséquences d'un point de vue du programme, et qui se traduit en fait par une adaptation à la démocratie bourgeoise. Et donc, il faut imaginer que, du temps de l'Allemagne, du temps du débat de Kautsky, l'État bourgeois, il a beaucoup moins d'apparence démocratique que celui auquel on se confronte aujourd'hui. Mais en fait, cette adaptation à l'État bourgeois, c'est quelque chose qui va se retrouver systématiquement et qui va beaucoup, beaucoup s'approfondir, au point que, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, l'AFI qui se présente comme un parti, une organisation réformiste radicale, etc., le maximum de son programme sur la question de l'État, c'est une réforme constitutionnelle, quoi. C'est la 6ème République, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment pas ni la destruction du pouvoir d'État, de l'appareil d'État, ni la dictature du prolétariat, etc., quoi. Et donc, ce qui est intéressant de retenir, à mon avis, de cette deuxième salve du débat entre Pankouk et Kautsky, c'est que, en matière révolutionnaire, on ne peut pas séparer les moyens, c'est-à-dire la stratégie, du but, c'est-à-dire du programme. Et en fait, du reste, c'est pas non plus possible dans la stratégie révolutionnaire. Et d'ailleurs, Kautsky, quand il reprend à Delbrück c'est la distinction entre stratégie de l'usure et stratégie de l'anéantissement, il va pas jusqu'au bout, puisque, en fait, chez Delbrück, les deux stratégies ne servaient pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, les deux stratégies, elles servaient des objectifs de guerre différents. Or, chez Kautsky, dans son schéma tel que Kautsky l'a transposé dans la stratégie révolutionnaire, c'est comme si les deux stratégies pouvaient servir les mêmes buts. Or, on voit que ça n'est pas le cas. Je voudrais revenir sur un dernier enjeu du débat entre les deux stratégies, à partir d'une lecture que propose Larsly. Pareil, c'est quelque chose que développent les camarades. Larsly, c'est un historien qu'on ne connaît pas beaucoup en France parce qu'il n'est pas énormément traduit, il va l'être bientôt, qui a beaucoup réétudié les débats de la social-démocratie, le lien entre Kautsky, Lénine, etc., et qui s'intéresse en particulier au débat sur les deux stratégies, dans lequel il explique que personne n'aurait jamais compris le schéma des deux stratégies de Kautsky, ni du temps de Kautsky, ni de manière plus contemporaine. Et il propose une autre reconstruction, c'est-à-dire que Larsly dit que Kautsky n'a pas distingué stratégie de l'usure et stratégie de l'anéantissement en fonction de deux fronts, c'est-à-dire en gros que c'est pas stratégie de l'usure égale front démocratique, pays occidentaux, stratégie de l'anéantissement pour les pays orientaux, mais qu'au contraire, Kautsky aurait proposé une partition liée à la situation politique, c'est-à-dire que la stratégie de l'usure aurait correspondu à une situation non révolutionnaire
et commanderait des moyens et des méthodes d'action non offensives du type action législative, propagande socialiste, etc. Et que la stratégie d'anéantissement correspondrait à des situations ouvertement révolutionnaires, donc dans le cadre de pays occidentaux aussi, comme en Allemagne, etc. Et que cette stratégie de l'anéantissement donc, pourrait être utilisée dans les pays occidentaux dans le cadre du développement d'une situation révolutionnaire, et qu'à ce moment-là, le parti devrait passer à des méthodes de lutte plus offensives. Donc ça, c'est une opération, c'est une tentative de sauver la posture radicale de Kautsky, puisque en fait, si c'était ça la partition chez Kautsky, ça voudrait dire que Kautsky n'aurait pas abandonné la perspective révolutionnaire dans les pays démocratiques, mais bon, non seulement c'est pas extrêmement convaincant, puisque quand on connaît le développement ultérieur de Kautsky, on voit que c'est pas le cas, mais surtout ça fait apparaître des problèmes de taille. La première, c'est que aucune stratégie ne peut travailler à partir d'un schéma aussi binaire de la situation, c'est-à-dire le général de guerre ou la direction révolutionnaire dans le cadre de la stratégie révolutionnaire ne peut pas se résumer à savoir reconnaître seulement deux types de situations, c'est-à-dire ouvertement révolutionnaire ou non révolutionnaire. Et Clausewitz, au contraire, a insisté sur l'idée que la guerre est un caméléon, c'est-à-dire que la lutte, elle se développe sous des formes extrêmement diverses, nuancées, etc. Et que le travail de la stratégie ne peut pas se résumer à cette conception binaire des moyens et de la situation. Et d'ailleurs, Trotsky va développer une conception beaucoup plus fine, en insistant au contraire sur le fait que, notamment dans une période impérialiste, en fait, il y a tout un tas de situations, des situations transitoires, des situations pré-révolutionnaires, des situations de crise, etc. Et que justement, l'enjeu de la direction révolutionnaire, c'est de reconnaître finement ces situations pour être en capacité d'intervenir dedans et de jouer un rôle. Mais l'autre problème plus important de la reconstruction que propose Larcy, c'est que ce schéma entre situation non révolutionnaire et ouvertement révolutionnaire, ça laisse entrevoir une conception fataliste de la révolution. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Pankow il met le doigt quand il polémique sur Kautsky, puisqu'il reproche à Kautsky, je cite une citation qui me paraît particulièrement éclairante sur ce point, il explique que le radicalisme passif de Kautsky prévoit des explosions révolutionnaires qui se présentent comme des cataclysmes tout à coup surgit comme d'un autre monde, indépendamment de notre volonté et de notre action, et qui viennent donner le coup de grâce au capitalisme. Autrement dit, chez Kautsky, c'est la théorie de l'expectative passive, au sens où l'on attend passivement que surviennent des événements comme des événements naturels, les grandes actions de masse, au lieu de les organiser systématiquement et activement au moment opportun pour les pousser en avant. Et donc, Pankow, il met vraiment le doigt sur quelque chose je trouve que c'est assez parlant, il met le doigt sur quelque chose qui va vraiment imprimer l'ensemble de ce qu'on a appelé plus tard le marxisme de la Deuxième Internationale, qui est une conception déterministe, évolutionniste, presque fataliste en fait du marxisme, qui résume l'idée que le capitalisme, de toute manière, il est plein de contradictions et que limite en fait la révolution, elle ne peut que advenir d'elle-même. Et du coup, ça va avoir des implications en termes de parti, puisque comme Kautsky le dit lui-même, un parti révolutionnaire, ça n'est pas un parti qui fait des révolutions. Kautsky dit « Nous savons que notre but ne peut être atteint que par une révolution, mais nous savons aussi qu'il ne dépend pas de nous, ni de la faire, ni de nos adversaires de l'empêcher. Nous ne songeons donc nullement à provoquer ou à préparer une révolution. » Et donc, cette citation de Kautsky, elle est assez éclairante, puisqu'elle montre que, précisément, il a une conception assez fataliste de la révolution, à savoir, la révolution, c'est quasiment un phénomène naturel, en fait, qui va se développer, que le parti, il faudra qu'il reconnaisse, quand la révolution arrive, que c'est la révolution, mais que sinon, jusque-là, il doit accumuler des forces patiemment, etc. Et donc, on voit que, évidemment, ça va avoir des conséquences en matière de construction de parti et de conception de parti. Et c'est pour ça que je vous propose d'aborder maintenant plus de front les questions de conception et de construction de parties. Donc je rentre dans ma troisième partie et j'espère que je ne serai pas trop longue. Tout ça, ça va, on suit, etc. Ok, je vois. Ok. Donc, la question de la construction d'un parti révolutionnaire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aussi une force matérielle et morale, c'est une tâche qui est indissociable du travail de stratégie.
y compris, ça c'est une différence importante avec la stratégie militaire, c'est-à-dire que la stratégie militaire, les généraux, ils travaillent à partir d'une armée qui préexiste. Or, dans la stratégie révolutionnaire, la construction d'une force morale et matérielle, c'est-à-dire d'une armée de révolutionnaires, elle n'est pas donnée en tant que telle, au contraire, elle résulte d'un travail de préparation, de construction. Et c'est pour ça que ces questions, elles sont très importantes et que nos camarades, ils insistent, enfin, toute la première moitié du livre, elle s'intéresse précisément à comment construire une organisation révolutionnaire. Et donc je vous propose d'aborder les différentes conceptions qui existent sur cette question du parti à travers un débat entre les positions de Kautsky de Luxembourg, mais aussi de Lénine, qui est, comme vous le savez, l'architecte du parti bolchevique, qui a joué un rôle absolument déterminant, voire décisif, dans la révolution russe en 1917. Donc, comme on l'a vu comme je l'ai expliqué, le grand défi qui allait se poser aux révolutionnaires et aux partis révolutionnaires dans la séquence qu'on a étudiée, c'était de savoir comment comprendre, mais aussi comment combattre les secteurs bureaucratiques et opportunistes de la social-démocratie qui étaient en train de se développer et de gagner un grand poids. Et sur cette question du combat contre la bureaucratie, c'est intéressant de voir qu'il y a 3 positions différentes entre Kautsky, Luxembourg et Lénine. En ce qui concerne Kautsky, on a vu qu'il avait commencé par se ranger avec Luxembourg dans les secteurs plus radicaux du SPD et qu'en 1905-1906, il s'était opposé politiquement à la bureaucratie. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à partir de 1910, Kautsky, il était en train de s'adapter progressivement, enfin, d'avoir des positions qui remettaient en cause la stratégie révolutionnaire, etc., du SPD. Et en fait, ce qui se joue en 1910, c'est que Kautsky est en train d'adopter un nouveau rôle dans les batailles politiques du SPD. En fait, à partir de 1910, Kautsky, il le dit même explicitement, il va s'efforcer de jouer un rôle de centre conciliateur entre les tendances plus de gauche, qui sont incarnées par Rosa Luxembourg, les radicaux, etc., et les secteurs plus de droite, qui assument concrètement qu'il faut simplement une stratégie réformiste, etc. Et donc Kautsky, il dit explicitement qu'il essaye de jouer un rôle de conciliateur entre ces deux positions. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Kautsky, on a la première manifestation du centrisme dans le mouvement ouvrier. Centrisme comme, précisément, force politique qui essaye de faire tampon, de concilier le débat stratégique entre les révolutionnaires et les réformistes. Ce qui est intéressant, c'est que cette tentative de concilier la tendance de droite et la tendance de gauche, et donc cette nouvelle fonction que s'attribue Kautsky, ça va l'amener progressivement vers des positions toujours plus sur la droite. On l'a vu que ça l'amenait sur des positions toujours plus de droite sur la question de l'État, avec l'abandon de la perspective de la destruction de l'État bourgeois, que ça l'amenait sur des positions toujours plus de droite en termes de stratégie, mais en fait, pareil, j'ai pas le temps de développer, ça va aussi l'amener à avoir des positions toujours plus de droite, c'est-à-dire que Kautsky s'était toujours opposé à faire des alliances avec les libéraux dans le Parlement, et en fait, après 1910, il va commencer à infléchir cette intransigeance. Sur la question de l'impérialisme aussi, Kautsky, en 1906, il a une position beaucoup plus de gauche que Lénine, y compris, va revendiquer plus tard, et à partir de 1910-1912, il va développer une nouvelle conception de l'impérialisme, précisément pour continuer à concilier avec les secteurs plus de droite, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que cette fonction de centre, en réalité, ça le pousse sur la droite. Et que, en refusant de lutter de manière résolue contre les secteurs bureaucratiques, Kautsky, qui était pourtant une figure importante des révolutionnaires, il va se retrouver totalement adapté et en fait il va finir par jouer un rôle complètement dégueulasse, de renégat, disait Lénine, qui va être particulièrement véhément contre Kautsky à partir de 1914. Luxembourg, à l'inverse, elle ne va pas chercher des compromis avec la bureaucratie, y compris quand la bureaucratie gagne de plus en plus de poids sur le parti. Au contraire, elle va développer plus frontalement ses polémiques. Elle se montre très tôt consciente, en fait, Luxembourg, c'est la première qui a la plus forte intuition du phénomène bureaucratique. Dès 1905, en fait, dans sa brochure Grève de masse, parti, syndicat, dans laquelle elle fait les bilans de la révolution de 1905, elle insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des secteurs bureaucratiques, conservateurs, etc. dans le parti et qu'il faut les combattre. Mais ce qui est important de voir, c'est que même si elle les combat sur le plan des idées, des polémiques, politiques, etc., Luxembourg, elle ne tire pas toutes les conséquences pratiques de cette bataille-là, puisque elle limite ses combats à... c'est-à-dire que son opposition à la bureaucratie, elle ne prendra jamais plus que la forme d'un courant d'opinion
au sein de la social-démocratie. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais construire un courant dans lequel elle va essayer de, je sais pas, gagner des gens, construire vraiment une fraction organisée pour mener des batailles politiques, etc. dans le SPD. Elle va simplement rester une figure critique très véhémente, très radicale, etc. Mais elle ne va pas essayer de transformer ça en une force matérielle. Et d'une certaine manière, son pari, c'est que les problèmes bureaucratiques, en dernière instance, ils vont être réglés par la spontanéité et la combativité des masses elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça a des conséquences, y compris, par exemple, sur la révolution allemande. J'ai vraiment pas le temps de développer, mais le refus de Luxembourg de lutter de manière conséquente, pas simplement résolue, mais conséquente contre la bureaucratie, ça fait que quand le SPD s'aligne sur le vote des crédits de guerre, etc., en 1914, Luxembourg, elle se retrouve isolée alors qu'elle avait une influence énorme, mais qu'elle n'avait jamais construit de fraction. Et pareil, au moment de 1918, elle met énormément de temps à rompre avec le SPD, à construire une organisation communiste, etc. Bref, ça va avoir beaucoup de conséquences. Maintenant, voyons comment est-ce que Lénine pense la question de la lutte contre la bureaucratie. Bon, Lénine, c'est celui qui va être le plus conséquent et le plus résolu à partir de 1914 sur cette question-là. Mais moi, j'ai dit que je m'intéressais à la partie d'avant 14. Et évidemment, Lénine, en 1914, il ne pense pas en tant que tel le phénomène bureaucratique, puisque dans les débats de parti qui ont lieu dans la social-démocratie russe, il n'y a pas de bureaucratie en tant que telle. Les conditions politiques ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas un secteur qui... il n'y a même pas de liberté démocratique de base, etc. Donc, Lénine, il va mener des luttes politiques, mais contre des secteurs opportunistes, etc., mais pas contre des secteurs bureaucratiques en tant que tels. Mais, même si Lénine n'a pas... conscience de l'ampleur du phénomène bureaucratique, etc., les camarades insistent à raison et je pense qu'on peut trouver toute une série d'éléments très inspirants sur la façon dont Lénine avait développé une pratique de la lutte politique différente. Les camarades, ils mobilisent surtout l'histoire de la fraction puis parti bolchevique, c'est une histoire de lutte politique, c'est-à-dire que Lénine, à partir du moment où il construit sa fraction en 1903 et jusqu'en 1914, enfin même jusqu'à la mort de Lénine, il mène toute une série de luttes politiques, mais les camarades, ils mobilisent l'exemple de la lutte contre les liquidateurs en 1910. Les liquidateurs, c'est un courant de la social-démocratie russe qui, à partir du moment où en Russie, il y a quelques libertés démocratiques qui ont été conquises, un espèce de parlement qui est un peu fantoche, etc., qui s'appelle la Douma, mais qui quand même rend possible le fait de se présenter aux élections. Il y a un courant dans le parti social-démocrate russe qui se développe et qui dit, maintenant qu'on a acquéri ces libertés-là, il faut renoncer à toute action illégale, merci, et à tout travail clandestin. Et Lénine, il va mener une lutte politique extrêmement forte contre les liquidateurs, qui va y compris donner lieu non seulement à un débat sur le plan politique, mais y compris, Lénine, son objectif, c'est de mettre en minorité les liquidateurs et de les exclure du parti, parce que précisément, il voit que le rôle des liquidateurs, ça peut être un rôle extrêmement paralysant pour le parti, et que, autrement dit, donc ce qui est intéressant de voir, c'est que, contrairement à Luxembourg, il va mener la lutte politique pas simplement sur le plan idéologique et politique, mais y compris en termes de force matérielle, c'est-à-dire de construction d'un courant organisé, etc., qui mène la lutte politique jusqu'au bout. Et donc ça, voilà, c'est intéressant à mon avis pour transposer même si encore une fois c'est pas explicitement contre les secteurs bureaucratiques, pour voir que Lénine, il a une conception aussi différente de celle de Luxembourg. La deuxième question si on fait débattre Kautsky, Luxembourg et Lénine sur les questions de parti, il y a une autre question importante qui permet de saisir un peu les spécificités de chacun, c'est la façon de répondre aux problèmes entre les rapports entre classe, parti et direction, qui est une question fondamentale pour réussir à caractériser les différentes conceptions de parti. Comment est-ce que Kautsky envisage le lien entre les trois ? Pour Kautsky, en quelque sorte, le parti, c'est tout. C'est-à-dire que sans le parti, les masses et la classe ouvrière inorganisée n'ont ni conscience de classe, ni capacité d'action, ni combativité, etc. C'est ce qui explique que Kautsky va avoir une grande méfiance des actions spontanées, etc. Et que Mathias et Emilio, dans leur livre, écrivent à propos de Kautsky qu'il a une conception de la masse comme pure masse de manœuvre et non pas comme un sujet capable d'entreprendre des choses, etc., y compris de surprendre les militants révolutionnaires. Luxembourg, d'une certaine manière, il a une conception
inverse, et même diamétralement inverse à celle de Kautsky, puisque elle, au contraire, elle va miser extrêmement sur la spontanéité de classe, non pas comme remède enfin, non pas comme... c'est-à-dire que Luxembourg, c'est aussi quelqu'un qui pense qu'il faut construire un parti, mais par rapport... Elle voit que le parti, c'est inhérent, qu'il y ait des secteurs conservateurs qui se développent à l'intérieur, etc., et que face à ces tendances conservatrices, c'est la spontanéité de masse qui est le remède. Pour autant, même si on voit que Luxembourg et Kautsky, ils ont comme une position opposée, en réalité, Luxembourg, elle ne remet pas en cause ce qui est le substrat général qui infuse la social-démocratie à l'époque et qui consiste en une confusion entre le parti et la classe. Cette confusion entre le parti et la classe, c'est elle qui amène l'ensemble des dirigeants l'ensemble des dirigeants de la social-démocratie à l'époque à considérer que l'unité des courants socialistes, c'est une valeur cardinale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où parti égale classe, en fait, il ne faut pas diviser la classe, donc il ne faut pas diviser le parti. Donc en fait, toutes les tendances doivent exister dans le même parti, etc. Y compris avec cette même conception-là que Kautsky et Luxembourg vont juger très sévèrement l'action de Lénine et les luttes politiques qui se mènent dans la social-démocratie russe. Mathias et Emilio, ils expriment ça. Je lis une citation qui est assez parlante. Ils écrivent « Bien qu'aux antipodes l'une de l'autre, les perspectives de Kautsky et de Luxembourg reposent néanmoins sur une même distinction poreuse entre la classe, le parti et sa direction. C'est d'ailleurs à travers cette dernière qu'ils interprètent la lutte fractionnelle russe entre mencheviks et bolcheviks à partir de 1903. Kautsky et Luxembourg considèrent cette lutte comme un combat essentiellement sectaire. Luxembourg reproche explicitement à Lénine de vouloir construire une secte autour de sa personne. Pour sa part, Kautsky considère cette lutte comme une preuve de l'insignifiance du parti et de la lenteur de sa croissance. S'agissant d'un seul et même parti et d'une seule et même classe, la division de sa direction entre différents courants ne pouvait être qu'un artifice ou le signe d'un manque de maturité. » Fin de la citation. Et donc, effectivement, Lénine, il a une conception de parti qui est non seulement inédite, très à contre-courant, mais y compris plus dialectique sur le rapport entre classe, parti et direction, que je vais expliciter maintenant. Lénine, il insiste, contrairement à Kautsky et à Luxembourg, sur le fait que le parti, il est clairement délimité de la classe. Dans une polémique avec un des dirigeants mencheviks dès 1904, dans un texte très important qui fait suite à Que faire, qui s'appelle Un pas en avant, deux pas en arrière, Lénine explique « Je demande que le parti, comme avant-garde de la classe, soit organisé le plus possible. Et que le parti n'admette que des éléments susceptibles d'au moins un minimum d'organisation. Il n'est pas permis de confondre le parti qui est l'avant-garde de la classe ouvrière avec toutes les classes, mais il ne faut pas non plus croire que les organisations du parti ne doivent comprendre que des révolutionnaires professionnels. Nous avons besoin des organisations les plus diverses, de toutes sortes, de tout rang, de toutes nuances, depuis des organisations extrêmement étroites et conspiratives jusqu'à de très larges et libres organisations. » Donc, cette citation de Lénine, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir les deux jambes, entre guillemets, autour desquelles s'articule la conception léniniste de l'organisation révolutionnaire. Le parti, il est à la fois nettement délimité de la classe et à la fois intimement lié à la classe par toute une série de cercles concentriques, de relations qui font office d'engrenage entre le parti et la classe. C'est-à-dire qu'en même temps que le parti délimite ses propres frontières qui peuvent fluctuer selon la situation politique, le contexte, les conditions de la lutte de classe, etc. Et en même temps, l'organisation partisane, elle met en place une série de cercles concentriques à travers lesquels le parti se lie au secteur d'avant-garde, peut les influencer, etc., etc. Ces fils ou ces cercles concentriques, ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être par exemple le travail ou l'animation de cercles militants plus souples que les cellules du parti, qui sont animés par des militants de l'organisation politique, mais qui regroupent plus largement. Ça peut être aussi le travail dans les organisations de masse comme les syndicats, à travers le travail de construction de fractions révolutionnaires dans ces organisations-là. Mais dans les moments révolutionnaires et de mobilisation, de lutte de classe, ça va être aussi le fait d'intervenir dans les organes d'auto-organisation, les soviets en 1905, etc., etc. Autrement dit, contrairement à ceux que l'accuse Luxembourg de vouloir construire une secte, Lénine n'a jamais conçu, ni sur le plan théorique, ni sur le plan de sa pratique, une organisation sectaire,
élitiste, avant-gardiste, etc. Au contraire, Lénine, il n'a pas sous-estimé l'importance des liens avec la classe, ni même l'importance que joue la spontanéité révolutionnaire, mais il a envisagé de manière différente le lien entre classe, parti et direction. Et c'est pour ça que, c'est intéressant de voir que, parce que ça, pareil, c'est une discussion que Larsly fait beaucoup sur la question de Lénine, à savoir que Lénine n'aurait jamais inventé de nouveaux modèles de parti. Effectivement, quand on lit Lénine, même s'il a une pratique différente, jusqu'en 1914, il est convaincu qu'il est en train de, grosso modo, appliquer les conceptions relativement normales dans la social-démocratie, etc. Mais même si Lénine n'a jamais développé l'idée explicitement d'un nouveau modèle de parti, on voit bien que les conceptions qui étaient au cœur de son hypothèse de construction du parti, elles étaient largement différentes, non seulement de celles de Kautsky, mais y compris de celles de Luxembourg. Et c'est ce qui permet de faire, et c'est ce qui permet de voir si par exemple on compare le SPD allemand et le parti bolchevique. Le SPD allemand, il est beaucoup plus organisé, etc. Il dispose de beaucoup plus de force matérielle, mais par contre en termes de force morale, c'est-à-dire en termes de capacité de vertu guerrière, de disposition au combat, de combativité, etc., le parti bolchevique, il est extrêmement plus armé de ce point de vue-là, et c'est précisément parce que la conception de parti de Lénine, elle est, on pourrait dire, combatto-centrée, c'est-à-dire elle place la question du combat politique au cœur, et c'est ça qui l'anime en permanence dans la construction de son organisation. Donc, j'ai fini mon voyage dans la social-démocratie de la Deuxième Internationale. Je voudrais simplement synthétiser 3 leçons ou idées fortes que j'ai essayé de faire passer, ou en tout cas que je pense qu'il est permis de retenir cette fois-ci, en essayant de voir comment est-ce que ces idées, elles peuvent nous aider dans le projet de construire une nouvelle organisation, qui est un projet qui nous anime aujourd'hui avec Révolution Permanente, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est engagé dans le processus de créer une nouvelle organisation pour laquelle on invite celles et ceux qui ne sont pas encore avec nous de le mener ensemble. Donc 3 idées. La première idée, c'est la dimension stratégique de la lutte contre les bureaucraties. J'ai essayé de montrer comment est-ce que c'était un combat qui était absolument central, et d'une certaine manière, on pourrait dire que depuis la première apparition de la bureaucratie dans le mouvement ouvrier, il y a 100 ans, ce problème de la démocratie, il ne s'est pas amoindri, mais au contraire, il s'est considérablement renforcé, puisque non seulement les bureaucraties ouvrières existent toujours, jouent toujours un rôle, etc., mais qu'il y a des bureaucraties qui se sont développées, y compris dans les autres mouvements sociaux, que ce soit dans le mouvement féministe, antiraciste, etc. Donc ce problème de la lutte contre la bureaucratie, c'est toujours une question qui est centrale, et y compris, c'est une question qui est centrale et qui doit animer la pratique des militants révolutionnaires au quotidien, puisque j'ai montré comment est-ce que la bataille contre la bureaucratie, comment est-ce que l'influence de la bureaucratie, elle se construit au travers d'une série de batailles, et qu'on ne peut pas attendre ni le déclenchement de la révolution, ni une crise aussi importante que la guerre pour essayer de lutter contre ça, mais au contraire, on a besoin de, en permanence, lutter contre la bureaucratie, et ça, c'est une conception qui est centrale pour nous, militants de Révolution Permanente. C'est y compris quelque chose sur lequel on se singularise par rapport aux autres organisations d'extrême gauche en France, et qui est au cœur de la conception d'organisation qu'on veut construire et de parti révolutionnaire qu'on veut construire aujourd'hui. La deuxième idée importante, c'est l'importance jouée par la stratégie dans la construction de partis, c'est-à-dire comment est-ce que l'établissement et la clarification d'une perspective stratégique, c'est ça qui peut servir de fil à plomb pour construire une organisation qui puisse ordonner ses différentes tactiques sans jamais perdre de vue notre objectif révolutionnaire. Et l'exemple du SPD, il est aussi intéressant pour voir comment est-ce que, quand on ne tranche pas de manière délimitée sur une stratégie, le parti, il court le risque de s'auto-paralyser dans les moments aigus et de perdre des occasions, comme ça a été le cas en 1910 dans le mouvement qui s'est développé, ou y compris dans la Révolution allemande, de pouvoir jouer un rôle important. Donc cette importance de trancher sur une stratégie, d'avoir une délimitation stratégique, ça me semble être une question importante. Et pareil, c'est quelque chose sur lequel on a systématiquement insisté et qui était au cœur de la lutte politique qu'on menait quand on était encore un courant dans le NPA. Et c'est aussi quelque chose qui nous paraît déterminant dans la nouvelle organisation qu'on veut construire. Et la troisième idée qui me paraît intéressante, c'est de tirer de la pratique de Lénine l'idée d'une conception combatto-centrique, c'est-à-dire
du parti, c'est-à-dire de placer, enfin, de faire de la question du combat la manière avec laquelle on pense la construction de parti, qui me semble être un truc particulièrement inspirant, c'est-à-dire comment est-ce que Lénine, il a insisté, il a donné beaucoup d'importance à l'éducation révolutionnaire du parti, à la fois à travers l'expérience dans la lutte de classe, mais y compris à travers les luttes politiques en interne, etc. Et que cette éducation révolutionnaire, elle est absolument centrale, non seulement pour former des militants qui vont pouvoir jouer un rôle dans les moments aigus de la lutte de classe, mais y compris pour être en capacité de se lier avec les secteurs d'avant-garde de la classe, puisque on pense que c'est d'abord avec eux qu'on peut être en capacité de construire une organisation révolutionnaire. Et à l'inverse, je me disais que, en creusant un peu quelle était la conception qui animait Kautsky dans sa conception d'un parti comme un parti pédagogue qui accumule des forces de manière passive, etc. Je pense que c'est un élément qui permet de... Enfin, ça me faisait penser à lutte ouvrière, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que lutte ouvrière, t'as l'impression qu'il faut... qu'à part du travail d'organiser des gens et de faire des formations... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas du tout une pratique comme la nôtre qui est de voir comment est-ce que de chaque conflit, même s'il est localisé, en fait, l'organisation, elle jette toutes ses forces dans la bataille pour se lier au secteur d'avant-garde et parce que c'est au travers de ça que le parti peut se construire. Et bref, voilà, ça me paraissait aussi inspirant.